paranoïa. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Paranoïa, c'est une psychose chronique, comme la schizophrénie. Donc, c'est une psychose chronique, c'est-à-dire au-delà de 6 mois. Là, par contre, l'âge, c'est vers la quarantaine. C'est un peu plus âgé. On va pas dire très vieux, mais pas très jeune aussi, ok? C'est vers la quarantaine. Par contre, dans la schizophrénie, on avait dit quoi? C'est entre 15 et 35 ans. Très bien. Donc là, ça touche aussi les deux sexes. C'est le sexe ratio, c'est 1. Maintenant, si on veut définir paranoïa, ce qui la caractérise vraiment, c'est un délire. Maintenant, si je veux définir le délire, c'est quoi le délire? Le délire, c'est une conviction inébranlable, c'est-à-dire qui ne se casse jamais, qui ne doute jamais d'elle-même, cette conviction, à une fausse conception de la réalité, à quelque chose qui est faux. Donc, je me dis que je suis très certaine de ça. Il n'y a même pas de dire si c'est certain ou pas. C'est une vérité absolue qui ne se modifie pas par la confrontation avec le réel, d'où l'incapacité de critique ou d'autocritique. Donc, là, la paranoïa se caractérise par le délire chronique. Ce délire chronique, c'est quoi? Donc, c'est supérieur à 6 mois quand on dit que c'est chronique. Et donc, là, qu'est-ce qui la différencie de la schizophrénie? C'est qu'il y a absence de syndrome discordant, c'est-à-dire dissociatif, et de détérioration intellectuelle. C'est-à-dire, comment faire le diagnostic différentiel entre schizophrénie et paranoïa? C'est que dans la schizophrénie, il y a le dissociatif, le syndrome dissociatif, il y a la discordance, c'est-à-dire comment s'exprime la dissociation cliniquement, c'est la discordance, et il y a la détérioration intellectuelle. Par contre, dans la paranoïa, l'intellect, il est là. Okay, déjà, généralement, les statistiques disent que c'est les personnes intellectuelles et tout qui font la paranoïa, par exemple. Et aussi, bien sûr, il y a une personnalité sous-jacente qui devrait être paranoïque. On va voir par la suite. Donc, c'est quoi les caractéristiques de la paranoïa? Il y a 4 caractéristiques à retenir. C'est que l'âge de début, c'est 40 ans. C'est que cette personne, elle va enrichir des événements, des frustrations réelles, qui sont dans la réalité ambiante, et que l'entourage va adhérer, va croire. Pourquoi? Parce que le délire dans la paranoïa, il est systématisé, il est beau à raconter, il est très très bien systématisé, on le croit et on le prend pour le pauvre dans l'histoire, pour la victime dans l'histoire. Et on a un risque de passage à l'acte agressif, surtout, je dirais, hétéro-agressif. Et généralement, moi, quand on me dit la paranoïa, euh, on pense plus à l'homme jaloux de sa femme qui va la tuer par la suite. Il va interpréter tout un tas de petits gestes comme étant donc un délire de jalousie. On va voir par la suite. C'est très intéressant. Donc pour la paranoïa, c'est un délire survenant sur une personnalité paranoïque préexistante et elle est non dissociative, ok? Elle est non dissociative, c'est une psychose chronique systématisée avec un délire de mécanisme surtout interprétatif et à développement progressif à caractère vraisemblable et pseudo-logique. Donc c'est logique, le mécanisme il est surtout interprétatif, ok? Donc faut retenir aussi que dans la paranoïa, il n'y a pas d'hallucination. Les hallucinations, elles sont absentes, ok? Donc c'est un trouble mental sans phénomène hallucinatoire, les hallucinations sont absentes, le mécanisme du délire c'est plus interprétatif. Très bien. Il interprète une réalité d'une fausse manière. Donc il y a une personnalité pathologique préexistante sur laquelle se greffe ce délire. Le délire paranoïque, c'est un délire qui est systématisé, progressif, interprétatif, logique, partagé par les autres. Ils adhèrent. Il y a la systématisation qui peut être en réseau ou en secteur. Ça peut toucher un seul domaine ou bien plusieurs domaines de sa vie. Il est vécu en pleine lucidité et a une conviction inébranlable. Et même les gens le croient. Je vous l'ai déjà dit. Ils le croient. Pardon, ils le croient. Voilà. Ils le croient. Donc, l'intérêt de la question, pourquoi on fait ce cours? Parce que le diagnostic et le traitement, il est difficile, parce que c'est fréquent, et parce qu'il y a un risque important de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif, surtout pour ça, et aussi à des personnalités sous-jacentes, pourquoi pas les dépister si on a ce luxe-là de dépister des personnalités pathologiques. L'épidémio, c'est 40 ans, sexe ratio 1, des thèmes érotomaniques surtout pour la femme, c'est-à-dire la femme, l'érotomanie, c'est qu'elle croit que quelqu'un l'aime et qu'il est voué à elle, mais en vrai, il ne fait aucune initiative. D'ailleurs, l'érotomanie, elle a 3 stades. Elle a le stade où donc on espère, c'est l'espoir. Puis on a la phase
de dépit, c'est-à-dire il n'y a rien qui se passe, elle se rend compte un peu du truc, et puis il y a la phase de vengeance. On va voir par la suite l'érotomanie. Et il y a la revendication chez l'homme. L'homme, c'est surtout la revendication. C'est surtout, il revendique, par exemple, il se prend pour une victime, ou bien la jalousie, etc. Très bien. On a une personnalité paranoïque qu'il faut souligner. Et les thèmes des délires qui sont très fréquents dans la paranoïa, c'est plus la persécution qui est en tête avec 71%. Et on a la jalousie, l'hypocondrie, c'est celui qui se croit malade, l'érotomanie, la femme qui croit qu'un homme l'aime, et la mégalomanie, celui qui se croit un super-héros et qu'il est grand et qu'il est spécial. Voilà donc l'essentiel. Il faut retenir que dans la jalousie, on a un délire de l'alcoolique chronique. Celui, quand il arrête l'alcool et qu'il a un délire, c'est le délirium tremens. Donc celui-là, il pourrait avoir cette jalousie chronique. Bon, ça, non, cette jalousie pas chronique, ce délire de jalousie, mais qui est à différencier avec la jalousie chronique du paranoïaque, ok? Ça, c'est lié à l'arrêt de l'alcool. Au sévrage alcoolique, c'est le délirium tremens. Très bien. Donc, pour les personnalités, on a déjà fait. Donc, juste pour rappel, les traits de la personnalité paranoïque, on a 4 piliers. On a l'hypertrophie du soi, on a en tête, et le trait le plus important, c'est la méfiance, plus. On a la psychorigidité et la fausseté du jugement. Celui qui a une personnalité paranoïque, il se croit grand, il se croit spécial. Et il a de la méfiance pour tout le monde, car il croit que tout le monde lui veut du mal. Il est rigide, il est très rigide, et il a la fausseté du jugement. Son jugement est faux. Les formes cliniques de la personnalité paranoïque, on a les querellants processifs, les idéalistes, les inventeurs méconnus et la forme sensitive de Kretschner. On va voir par la suite un par un. Très bien, donc l'étude clinique, retenez-moi bien l'âge qui est de 40 ans, le début tardif vers la quarantaine, qui peut être aigu, subaigu, pardon. Donc c'est une expérience un peu délirante, on va parler d'une expérience délirante. Plus fréquemment, il est insidieux et progressif. Bref, on a 3 groupes, on va les voir un par un. On a le délire d'interprétation, on a les délires passionnels, et on a les délires de relation de Kretschmann. Les délires passionnels, c'est une question quasi constante à l'examen. On va parler par la suite. Un, c'est le délire d'interprétation de Sérieux et Capgras. Ce délire, au fait, c'est après un accident traumatisant. On aura une expérience délirante primaire, on va dire la première expérience délirante, qui va être un mécanisme interprétatif à thème de persécution, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui lui veut du mal. C'est un sentiment de transformation du monde extérieur après un traumatisme, tout simplement. Après, on va passer vers les délires passionnels. Le deuxième groupe, c'est quoi la passion? La passion, c'est une émotion intense, prolongée, sténique, conduisant à passer aux actes. Ok, c'est une passion, quelque chose qui te passionne, en dehors de toute rationalité et de toute autocritique. Dans ce cas-là, c'est pourquoi on l'appelle délire. Donc, il y a l'érotomanie, qui fait partie des délires passionnels. Là, c'est l'illusion délirante d'être aimé. C'est souvent la femme, comme j'ai dit, et j'ai dit qu'elle passe par 3 phases. Il y a la phase d'espoir, qu'il l'a regardé, qu'il l'aime, qu'il est intéressé. Puis il y a la phase de dépit. Il lui dit que je ne suis pas intéressé. Non, c'est faux. Et puis, il y a la phase de rancune. La rancune, il pourrait y avoir la vengeance et il pourrait y avoir le passage à l'acte hétéro-agressif. Donc là, c'est là qu'on redoute le plus, c'est la phase de rancune. Puis on a les délires de la jalousie, qui font aussi partie des délires passionnels. Donc là, ça consiste à transformer la situation de la relation amoureuse de couple en une relation triangulaire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est rentré en jeu avec qui tu me trahis. Donc le début, il est généralement brutal. La preuve d'infidélité du conjoint, elle n'est pas là. Elle s'appuie juste sur des paroles, un geste, un regard, quelque chose de banal, qu'on fait à tout le monde, mais lui, il l'interprète comme quoi tu l'as regardé, comme quoi il a jeté une pierre. Par exemple, il y a l'exemple de quelqu'un, c'est vrai, c'est réel, ça s'est passé. Lui et sa femme, ils étaient en train de regarder la télévision, puis la femme, elle est allée préparer des sandwichs, par exemple, pour les ramener donc à la table du salon. Et puis il y avait du vent à l'extérieur et il y avait une pierre qui est rentrée comme ça au balcon, une feuille, une pierre, quelque chose qui a cloché. Et puis il y avait le voisin qui a toqué à la porte pour demander quelque chose et il est allé ouvrir. Lui, comment il a interprété? Il a interprété que il avait jeté un caillou, puis elle est partie ouvrir la porte, puis
Voilà, c'est une relation triangulaire. Alors moi, quelqu'un qui va vous raconter tous ces détails-là, vous pouvez aller avec lui dans ce délire, mais c'est juste quelque chose de d'assez normal. Il y avait du vent, il y avait ces bruits-là, et puis il y avait la porte qui a été ouverte, car le voisin avait besoin de quelque chose. Ok, faut pas être délirant, faut pas être paranoïaque. Voilà. Ça, c'est un exemple de délire de jalousie paranoïaque. Et il n'y a pas que ça. Après, tous les petits signes, il va les interpréter comme ça. Il va faire une grande histoire. Et il va même passer à la brutalité, à la violence. Ok. Voilà, donc la preuve en vrai, elle ne s'appuie à rien. Il n'y a pas par exemple des photos, des trucs vrais. Ok, il y a pas quelqu'un qui les a vus. Il n'y a pas des trucs vrais. Il n'y a pas par exemple des appels téléphoniques ou je ne sais quoi moi. Mais il y a pas de preuves. Il n'y a pas de vraies preuves. Et puis voilà, ça c'est le délire de jalousie. Comme j'ai dit, il y a trois diagnostics différentiels pour le délire de jalousie. Il y a la jalousie des alcooliques dont j'ai parlé, le délirium trimestre. Il y a la jalousie habituelle. Il y a ceux qui sont jaloux. Et il y a la jalousie délirante. Ok? La jalousie délirante, ce n'est pas comme la jalousie du paranoïaque. Ok? Il pourrait y avoir quelqu'un qui est très jaloux et puis qui peut délirer quand même. Mais le paranoïaque, c'est chronique. Ok? C'est chronique. La jalousie délirante, elle est un peu aiguë. Ok? Voilà, donc maintenant on va passer au délire de revendication qui était, comme j'ai dit, la question d'examen. Donc là, c'est quelqu'un, généralement un homme, qui se croit victime. Aussi, j'ai pas dit, les délires de jalousie, c'est généralement les hommes, hein. Les femmes, elles sont concernées que par l'érotomanie. Bon, c'est pas systématique, hein, mais je dis qu'en général. Les délires de revendication, donc c'est un sujet qui se croit victime. Il veut obtenir la réparation de manière impérieuse, rapide. Il y a quatre délires de revendication. Il y a celui qui est lié à la loi, c'est le querelleur ou bien le quérulent processif. C'est quoi le quérulent processif? C'est quelqu'un qui est toujours dans des procès. Il donne des procès interminables, il est toujours avec des avocats, des juges, la police. Voilà, il est toujours en justice. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui lui a enlevé son droit. Or que c'est faux. D'ailleurs, il est toujours en poursuite. Même les juges et les avocats, ils vont lui dire à un certain moment que non, il n'y a rien qui t'appartient et tu es là, par exemple, je sais pas, ceux qui revendiquent des terres ou des trucs comme ça qui ne leur appartiennent pas. Deuxième délire de revendication, c'est celui qui est lié au savoir, c'est les inventeurs méconnus. Donc, il va se réveiller d'un jour au lendemain et il va accuser quelqu'un qui l'a dépossédé d'une invention, qu'il aurait la priorité, que c'était lui le vrai inventeur, mais qu'il est venu et qu'il lui a volé son plan et que c'est lui qui était connu, or que c'était moi derrière cette invention. C'est ça. Et puis on a en troisième lieu, c'est les idéalistes passionnés. Les idéalistes passionnés, c'est ceux qui élaborent des doctrines, des systèmes, des réformes sociales, économiques, politiques et religieuses, comme Hitler par exemple. C'est un idéaliste passionné. Et on a ceux qui est lié au secteur de la santé, ils sont appelés les hypochondriaques délirants, c'est-à-dire à qui on a fait par exemple un diagnostic ou un examen complémentaire ou une thérapie chirurgicale ou un traitement. Et puis ils vont venir par la suite et ils vont nous accuser. Ils vont nous dire que vous avez fait une erreur diagnostique, vous ne m'avez pas fait les examens complémentaires qu'il fallait et que vous m'avez donné des traitements inefficaces, voire nocifs, vous avez nui à ma santé et que votre intervention chirurgicale, je l'ai refusée, mais vous l'avez quand même faite, ou bien que vous avez enlevé quelque chose durant la chirurgie qu'il ne fallait pas, que vous avez touché quelque chose qu'il ne fallait pas, que vous avez introduit quelque chose qu'il ne fallait pas dans mon organisme, ou bien que vous avez déclenché des complications pour ma santé plus qu'avant, un truc comme ça. Donc c'est lié à la santé, c'est qu'il se croit malade après une intervention que vous avez faite. Voilà, donc là, c'est la sinistrose. On l'appelle aussi la sinistrose délirante. La sinistrose délirante, c'est-à-dire là, il va aussi vous accuser et tout. Donc là, vous avez quatre quérulents processifs,
inventeur méconnu, idéaliste passionné et hypochondriaque délirant, ou ce qu'on appelle aussi la synestrose délirante. Très bien. Ça, c'est une question d'examen, comme je vous ai dit. Maintenant, on va passer au troisième et dernier groupe qui est tout ce qui est lié à la relation au sensitive. C'est le délire sensitif de Kretschmer. Là, au fait, c'est un développement progressif d'idées que quelqu'un lui veut du mal, d'idées de persécution sur un fond sensitif. C'est-à-dire, déjà, c'est une personne qui est hyposténique, qui juste tu la déclenches et elle est très sensible et elle est très émotive, elle est hyper émotive et elle a eu déjà de multiples antécédents de frustration affective et de nombreuses déceptions. Donc une personne comme ça qui a un fond sensitif déjà, qui a eu de nombreuses déceptions, de nombreuses frustrations. Donc là, c'est un sujet qui va être replié sur lui-même, qui va être angoissé, ok, qui va être angoissé, qui va être très timide, qui va avoir des doutes perpétuels concernant la malveillance, l'hostilité de son entourage. Il croit que tout le monde le trahit, tout le monde ne lui veut pas du bien et tout. Et là, il va être envahi par des thèmes dépressifs francs. Donc, c'est un délire relationnel, c'est un délire qui est sensitif. Très bien. Maintenant, on va parler des diagnostics différentiels en général de toute la paranoïa. On doit la différencier de la confusion, c'est-à-dire toujours écarter, ok, un délire transitoire qui est non structuré, qui est lié à une cause organique. Toujours. Pardon. Après ça, on va la différencier avec la démence. Le délire dans la démence, il va être précédé par la détérioration des fonctions supérieures, c'est clair, et c'est une personne très âgée. On a la dépression, on doit la différencier de la paranoïa, car là, dans la dépression, on aura un délire secondaire, non pas primaire. Et voilà. Et puis on a la manie. La manie, dans la bipolarité surtout, c'est là il y aura surtout l'agitation et le délire mégalomaniaque qui se croit supérieur dans la manie. Et on a la schizophrénie et la bouffée délirante. Comment on va différencier? On va la différencier parce que dans ce cas-là, c'est facile. Le délire, il est bizarre, il est non structuré. Il y a des hallucinations, pas comme dans la paranoïa. Et le retentissement, il est notable sur les activités socio-professionnelles. Mais le paranoïque, il s'en sort à merveille. Les gens adhèrent, tout le monde le croit, c'est lui la victime. D'ailleurs, c'est difficile de le traiter et de le diagnostiquer tout d'abord. Donc, comment ça va évoluer chez notre paranoïque? Il pourrait y avoir des moments féconds, des recrudescences, des exacerbations, des moments comme ça où il est plus actif que d'autres. On pourrait avoir des moments de rémission, quelques mois, quelques années où il va rester tranquille. On pourrait avoir des phases dépressives parce que personne ne le croit peut-être. C'est là qu'il peut passer à l'acte auto-agressif, quand personne ne le croit, quand tout le monde lui dit que c'est toi qui as tort, c'est toi qui délire, là il peut se suicider, ou bien il peut passer aussi à un acte agressif, hétéro-agressif, quand il voit que sa femme vraiment, il est atteint au sommet de la jalousie, au sommet du délire de jalousie, là il va la tuer par exemple, ou bien la femme érotomanique qui est vraiment là dans la vengeance, dans la phase de rancune et tout, euh, qui peut l'accuser de viol ou un truc comme ça. Voilà, c'est des actes hétéro-agressifs. Et on a aussi une évolution qui peut aller vers des conduites pathologiques. J'ai dit des actes hétéro-agressifs, j'ai expliqué des refus alimentaires, des claustrations, des démarches multiples auprès de la police. Voilà. Le refus alimentaire, par exemple, c'est un suicide indirect. C'est des équivalents suicidaires, on va parler après. Et on a aussi des fuites, des voyages pathologiques. Généralement, le paranoïque, par exemple, il va vous dire quand je suis dans mon pays natal, il va délirer, il va croire que tout le monde le hait, que tout le monde lui veut du mal, que cet environnement le persécute. Et quand il est par exemple en Amérique ou en États-Unis, au Canada ou dans un autre pays, il va vous dire je suis très bien. Ce voyage, voilà, quand il va changer de pays, il va plus être délirant, il va plus être paranoïque. C'est ce milieu-là qui lui déclenche sa paranoïa. Ça a déjà existé des patients comme ça, je vous le dis, voilà, par une expérience que j'ai apprise par mes profs. Maintenant, la prise en charge. La prise en charge de notre paranoïque, c'est que d'abord, c'est une prise en charge qui est psychologique, ok, qui est psychologique. Elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'il est méfiant, ok. Il ne croit pas. Il est anosognosique. Il adhère à son délire. Donc, le traitement, il croit qu'il va lui nuire, il n'en a pas besoin, donc il ne va pas adhérer. Donc, il faut qu'il y ait une bonne relation avec ce patient. Il faut éviter de condamner son délire, il faut y adhérer. C'est la seule manière
pour qu'il ait confiance en vous. Il faut adhérer son délire, il faut l'hospitaliser s'il y a un risque de violence auto ou hétéroagressive. Sinon, on ne l'hospitalise pas parce que ça peut aggraver. Voilà, et on va évaluer ce risque-là, auto ou hétéroagressif, comment? En rencontrant l'entourage du patient et en voyant quels sont ses comportements antérieurs. On a aussi un traitement pharmacologique, bien évidemment, c'est les antipsychotiques. Mais le résultat, il est souvent incomplet. On va les voir par la suite. C'est les neuroleptiques sédatifs, c'est les neuroleptiques antiproductifs, parce que là, il y a une production. C'est des antidépresseurs, surtout dans les délires de relations sensitives, parce que là, il y a des frustrations, il y a un repli sur soi, il y a une angoisse, il y a une timidité, il y a des doutes. Donc là, on peut donner des antidépresseurs. Et si échec des traitements médicamenteux, on peut avoir recours à un NAP, un neuroleptique d'action prolongée. Il faut faire un suivi régulier, une évaluation clinique, une réduction posologique bien sûr des traitements. Après, peut-être même une interruption du traitement si on voit bien sûr une amélioration. Et je vous remercie.